Salut tout le monde, c'est Michelle Zoé et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça, ça me fait trop du bien. Je m'étais absentée sur YouTube en tout cas pour plusieurs raisons. La création de contenu, ça prend beaucoup de temps, il faut trouver aussi l'inspiration. Et puis par rapport aussi à l'histoire que je vais vous raconter, c'était l'une des raisons pour laquelle je me suis un petit peu... j'ai pris du temps à revenir. J'avais disparu carrément des réseaux, pas que sur YouTube, sur Instagram, TikTok, de partout. Même Snap, un peu de partout. Mais là je reviens et je suis contente de revenir. Donc du coup je vais vous mettre directement dans le bain, je vais vous laisser un petit aperçu audio. Et en attendant je vais aller me servir à boire. Parce que je vous avoue que j'ai soif. J'ai capté ton vice. Ce que tu sais pas, c'est que t'as vu, ça fait déjà quelques semaines que j'ai payé un pirate informatique. T'as vu? Ça fait presque une semaine. Parce que j'ai vu que tu faisais des phases bizarres, tu bloques, tu débloques, je sais pas quoi, tu me dis ça bizarre, je vais t'attendre, je vais pas t'attendre. T'as vu? T'as des émotions, t'as des trucs comme tout le monde. Va savoir si t'as pas baisé avec un autre mec le lendemain au numéro du Portugal, hein, soi-disant, la meuf elle apprécie un voyage parce qu'elle a mis 500 balles et qu'on s'est embrouillé, elle est partie baiser je sais pas où. Alors me revoilà. ASMR. J'avais vraiment soif. Pour ceux qui ne savent pas aussi, j'ai un petit chien qui s'appelle Stoji qui me colle, on dirait mon fils, voilà. Je peux pas faire une vidéo sans qu'il soit là, à côté de moi, enfin bref. Ok, pour vous mettre dans le contexte, la relation tenait déjà à sa fin, tous les épisodes de violence étaient déjà passés et je voulais simplement m'éloigner de ce personnage. J'avais décidé de partir en vacances, je voulais faire un solo trip, mais l'Égypte c'était pas très safe, alors je me suis dit je vais offrir des vacances à ma maman et elle viendra avec moi. De son côté, vu que c'est un pervers narcissique, qu'il n'a pas confiance en lui et qu'il a un complexe d'infériorité, tout de suite il s'est dit que je partais en Égypte avec un autre homme et que j'utilisais ma mère en alibi. Il s'est toujours comparé aux anciennes relations que j'ai pu avoir, que ce soit avec des chefs d'entreprise, des chanteurs ou même des footeux. Du coup, et comme tout au long de la relation, il me reprochait de vouloir le tromper et de ne pas être une femme sérieuse. Là, soi-disant, tu me dis je vais aller en Égypte et t'as fait 3 fois des gaffes en me disant c'est la Sicile, la Sicile, la Sicile. Eh, vas-y, va savoir si t'as même pas donné rendez-vous à un de tes fouteux. Eh, tu sais quoi, prends-toi une chambre là-bas, moi je suis avec ma mère. Comme ça, le soir, tu me baisses comme une et la journée, je fais genre des snaps avec ma mère pour faire genre je suis toute seule là-bas. Je veux pas de cette vie-là, je veux pas de cette vie-là, je veux pas une vie avec salope, je veux pas une vie avec une meuf qui met du doute, je veux pas une vie avec une meuf qui est chelou, je veux pas une vie avec une meuf qui a eu un passé de je veux pas de ça. Je veux pas de ça, je mérite 10 fois mieux, ok? J'ai peut-être pas le comportement qu'il faut, mais je mérite 10 fois mieux. Une meuf qui s'est préservée, une meuf qui est respectable, une meuf qui est mariable, une meuf qui peut enfanter. Ça que tu es infertile, oui, j'assume ce que je dis, ton corps il a servi qu'à baiser, et c'est ce qui va servir toute ta vie. Parce que t'as tellement le dégoût de toi-même, t'es tellement dégueulasse, que même le Seigneur il n'ose même pas mettre un enfant là-dedans, tellement ton corps il est sale. C'est ça là, exactement que tu me fais croire. Ouais, je t'ai supprimé, tu m'as rajouté. C'est toi qui m'as supprimé. J'ai vu qu'il y avait marqué ajouter, il n'y avait plus marqué ton score, il n'y avait plus marqué ta loca. J'ai enlevé l'ajout et j'ai re-appuyé ajouter. Et après, elle me fait croire, c'est moi qui l'ai supprimé, je sais pas quoi là. Nanana, parce qu'elle est partie voir un fauteuil de mes de grosse que va. Va ta mère, ok? Et oui, mesdames, voici un type de violence psychologique, psychique et mentale, les insultes, le fait de rabaisser la personne qu'on a en face de soi, de se victimiser et de tourner la situation à son avantage. Enfin bref. Maintenant que vous avez entendu que je vous ai mis un petit peu dans le vif du sujet, en fait cette vidéo, quel est le but? C'est une story time, oui, mais pas que. Je vais raconter un peu mon expérience, ce que j'ai vécu. Et je pense que mon vécu peut aider plus d'une femme parce que j'ai vécu quand même à mon petit âge des petites choses qui m'ont endurci en fait et qui peuvent aider d'autres personnes. C'est surtout allier mon histoire avec qu'est-ce que dit Dieu de ça, comment je m'en sors, est-ce que ça va vraiment bien, est-ce que je me suis guérie de ça. Donc je vais commencer directement. Et on va trouver un nom pour cette personne totalement toxique. Donc je vais l'appeler Derrick
parce que Derrick c'est l'un des personnages de Pi-Valet et quand j'ai regardé cette série, ça a fait limite un transfert avec ce que j'ai vécu, j'étais totalement mal à l'aise. Je vous mettrai des extraits de cette série et vous verrez de quoi je parle, ça va permettre aussi d'illustrer et imager ce que je veux vous faire comprendre. Et là je vais directement vous donner les caractéristiques de cette personne. Donc là on va vraiment parler d'un pervers narcissique et je veux que ce mot soit utilisé à bon escient. On entend beaucoup de personnes et beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes parler de pervers narcissique, sauf que c'est un mot qui est utilisé à tort et à travers malheureusement. Vous pouvez tomber sur un manipulateur, une personne qui a des caractéristiques similaires au pervers narcissique, au PN, on va dire au PN, mais qui ne l'est pas réellement. Mais un pervers narcissique, c'est limite pour moi une personne qui devrait être internée parce que c'est une personne qui est dangereuse. Donc en 2023, cette personne me contacte sur les réseaux sociaux via un message, donc sur Instagram. T'es magnifique. Voilà. Donc flatterie, mignonnerie comme ça. Je vous donne directement aussi les caractéristiques de la personne parce que pour comprendre un peu tout ce que je vais dire par la suite, c'est important. Cette personne s'est présentée à moi comme un homme, oui, de 30 ans, qui était antillais, enfin qui connaît la culture antillaise et dont le père était réunionnais et la mère russe. Âgé, comme je vous ai dit, d'une trentaine d'années, en tout cas qui allait sur sa trentaine d'années. Du coup, qui était chef d'entreprise, qui avait son appartement, son chien, sachant que j'ai un chien aussi, c'est ce qui m'a plu, qui faisait de la boxe en semi-pro et je faisais de la boxe aussi, pas du tout en semi-pro mais je faisais de la boxe donc ça m'a plu et qui était chrétienne, c'était une personne qui était chrétienne, donc Derrick. En tout cas tout ça c'est ce qu'il prétendait être et c'est ce qu'il m'a montré qu'il était et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs, c'est le fait d'avoir autant de similitudes et de traits de caractère similaires. Donc en 2023, avant qu'on se fréquente, avant ça moi j'avais côtoyé un mec, c'était un blanc et je m'étais dit, attendez parce que mon chien il veut monter, il veut descendre, et je m'étais dit première et dernière fois en fait, je crois que c'était une expérience sociale, mais plus jamais de ma vie, plus jamais de ma life, je ne côtoierai un homme blanc. Parce que être en couple, c'est quelque chose de beau, mais qui est difficile et qu'il faut entretenir. Et je trouve qu'on a le choix de nos combats. Et le fait de côtoyer quelqu'un qui a la même nationalité que nous, en tout cas, ça facilite. Moi, de mon côté, je trouve que c'est plus facilitant et je préfère. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et à la suite de en fait, cette fréquentation, j'avais partagé ça sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta, et j'avais dit que voilà, je ne me vois pas fréquenter quelqu'un qui n'est pas de ma communauté, qui n'est pas noir déjà, et qui n'est pas antillais, ou qui n'est pas guyanais ou réunionnais, en tout cas ce qui se rapproche de ce que je connais en termes de culture. Donc cette personne s'est présentée à moi avec la culture réunionnaise russe, mais il ne l'était pas du tout. Mais j'y arrive. Donc au mois de septembre, il me contacte. Au mois d'octobre, on se voit. À la suite de ça, au mois d'octobre, moi mon anniversaire c'est au mois de novembre et j'ai toujours pré-anticipé mon contenu anniversaire. Donc je fais du contenu un peu avant et que je poste le jour J. Donc j'avais décidé de faire un shooting photo qui est là où j'étais habillée comme ceci et comme cela. Et je me rappelle que c'était la première altercation qu'on avait pu avoir et la première violence. Une personne qui fait preuve de violence physique ne l'est pas directement. Sinon, aucune femme, aucun homme ne serait resté avec une personne violente. C'est un cycle et il y a des symptômes après qui viennent s'ajouter dans le cycle et qui arrivent au fur et à mesure, mais très progressivement. En fait, c'est un petit piège qui se referme sur nous. Si la personne arrive directement et vous met une claque, bien évidemment, vous n'allez jamais rester dans cette relation. Si seulement les choses étaient si simples, mais pas du tout. Donc première, on va dire, crise sur le fait que oui, je suis un petit peu trop dénudée selon lui pendant ce shooting. Donc monsieur aussi a un but de carrière et de devenir chanteur. Donc oui, si plus tard je deviens chanteur et que ces photos-là devraient tourner, ma carrière serait détruite et tout ce qui s'ensuit. Ok, Offset, comme je suis Cardi B, et que tu crois qu'en fait ce genre de photos, enfin il y a pire, les gens postent pire et en plus c'est un choix que j'ai fait de poster ce genre de photos et en plus de ça il n'y a rien de choquant.
Ça te choque toi, mais il n'y a rien de choquant. À la suite de tout ça, il commençait déjà à me faire des réflexions sur ma façon de m'habiller et tout. Alors que le fameux T'es magnifique qui m'avait envoyé en DM, j'étais pas non plus, je pense qu'il a bien scruté, bien stalké mon Instagram et qu'il a vu que j'étais pas la meuf la plus pudique et que j'étais quand même une meuf qui, des fois, s'habille avec des petites tenues légères. En fait, walou, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas ancien, c'est du factuel. Tu tombes sur mon Insta, tu le vois. Et pourtant, cette facette de moi l'a plu puisqu'il m'a DM. Il m'a envoyé un message. Bref. Et cette histoire de shooting a engendré une fissure en lui parce qu'il pensait que j'étais une femme pieuse. Mais une femme pieuse ne peut en point se dénuder et faire ce type de photo avec un homme comme ça. Si j'étais déjà dénudée comme ça veut dire que le mec qui m'a pris en photo, il a pu voir plus et donc voilà. Et il faut savoir que le jour de ce shooting photo là, je suis restée à peu près une heure et demie après avoir fini le shooting, à rester parler au photographe. Puis j'aime bien avoir une interaction avec les gens, donc on est resté, on a parlé pendant une heure à peu près. On parlait de complotistes, adrénochrome, trafic d'organes, trafic d'enfants, on va pas trop dire pour pas que YouTube me cut, mais voilà. Les sujets qui font que vous restez, Illuminati, les stars et tout, voilà. Trop les sujets que j'aime, bref, anyway, so, à ce moment-là, il m'appelle, je lui dis que je suis toujours là-bas, et il me dit, en fait, ah là là, tu veux monter, tu veux descendre? Il me dit, oui, mais en fait, pourquoi t'es resté aussi longtemps? Tu faisais quoi? Et voilà, il pensait que le mec m'avait pigné. Et c'est là que j'ai commencé à voir que de son côté, il avait déjà des insécurité. C'est quelque chose qui va rester tout au long de la relation. Je sais que tu veux pas me le dire, mais pendant ce shooting photo, il s'est passé quelque chose avec le photographe, il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose. Et voilà, tout au long de la relation. Je sais plus c'est quand exactement, mais il me fait une phase parce qu'en fait, moi, je suis une femme quand même qui a du caractère, je ne me laisse pas faire et en fait, je lui dis poto, écoute, toi, tu me dis que c'est quelque chose qui te plaît pas, que je sois ainsi vêtue, sauf que c'est ce qui t'a plu, puisque c'est ce qui a fait que tu es venu dans mes DM, ok? Ce n'est pas nouveau, cette photo n'est pas pire que d'autres, j'ai déjà fait des photos en maillot, j'ai déjà fait des photos un petit peu plus légères que ça, en quoi ça te dérange? Un point barre, c'est tout. On commence à se disputer, les échanges sont de plus en plus houleux, et commencent à être violents et virulents verbalement, en fait. À ce moment-là, moi, tu m'insultes, je t'insulte, tu me clashes, je te clash. Tu me clashes, je te clash. Tina, on va penser à ton déclaration sur le plat. Donc on se clash, et là, il pète un câble. Il avait mes codes de réseaux sociaux, pire erreur, parce que oui, au fur et à mesure, j'ai besoin d'avoir confiance en toi. Donc pour me rassurer, ok, j'ai rien à cacher, poto. Tiens, prends, vas-y, en fait, fais-toi, please. Il pète un câble, il se connecte sur mon compte Snap, et il décide de mettre un nude dans ma story publique, d'accord? Afin que tout le peuple voit. Et il me ressort, comme t'es une meuf qui aime se dénuder, du coup, tout le monde va te voir nu. Alors, je n'ai aucun problème avec mon corps. Dieu m'a plutôt gâté, donc je n'ai aucun problème avec mon corps. Par contre, que tu décides de poster quelque chose que je n'ai pas voulu poster à ma place, no way. J'arrive chez moi, je suis en pleurs, j'en parle à ma mère. Compte Snap, en plus, quand vous vous connectez sur Snap, sur un téléphone, ça vous déconnecte. Et il avait changé mes mots de passe. Dieu merci, c'est mon tel. Donc, je fais mot de passe oublié, je récupère mon mot de passe via mon numéro de téléphone ou mon mail. À la suite de ça, je supprime la photo. Sauf que le problème, mon petit frère l'a vu, certains de mes amis l'ont vu. Il n'y avait aucune capture d'écran. Dieu merci d'ailleurs, vous étiez top. Après, vous aurez capturé, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. C'est une vidéo où je suis en maillot, d'accord? Et je décide de montrer la 7e merveille du monde. Donc il met ça dans ma story, et là je lui dis, mais poto, t'es complètement ravagé en fait. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi le bin? C'est quoi le problème? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, j'ai pété un plomb sur le moment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça m'a tellement énervée, que j'étais tellement dans la rage de notre dispute que du coup j'ai été dans l'impulsivité. Ok, mais en fait frère, t'as été loin quand même. À ce moment-là, mon frère, il veut pas l'entendre, il se dit, mais frère, en fait,
J'espère que ce mec, tu vas le quitter parce que si tu restes avec lui, moi, de toute façon, je viendrai ni à ton mariage, ni à n'importe quel événement qui est en lien avec ce type, ok? Ma mère, elle, totalement choquée de son comportement aussi. Ma soeur, elle peut pas se le voir. Du coup, par rapport à ça, toute ma famille est en opposition par rapport à cette relation et par rapport à cette personne-là. Moi, je reste choquée, mais comme on avait déjà vécu des choses avant, il y a une dualité qui est tellement forte entre ce que la personne est et ce que la personne va vous faire vivre, que du coup, ce décalage est tellement fort que votre cerveau a du mal à accepter. Il faisait des choses qui étaient tellement incroyables et bien que quand il avait des comportements toxiques et des red flags, clairement, je fermais les yeux dessus et je me disais, en fait, c'est quelqu'un qui va changer. Sachant aussi, et c'est l'une des choses qui m'a fait rester, et là, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, et ça c'est important. Il faut savoir que pour moins que ça, j'ai déjà quitté, et j'ai toujours quitté, je crois, mes ex et tout, c'est toujours moi qui suis partie. À partir du moment où tu m'offres le minimum ou qu'il y a un truc qui va pas, je détale. Sauf que là, comme c'était un mec qui était chrétien, et qu'on avait déjà été à l'église ensemble, et qu'on avait déjà vécu des choses spirituelles ensemble, je me suis dit que Dieu valide et approuve cette relation. Et donc, comme Dieu valide et approuve, tout ce qu'il fera qui sera difficile ou compliqué, ça sera des épreuves du couple et que Jésus va lui permettre de changer. Chose qui peut être vraie quand la personne concernée a une réelle vision d'elle-même et qu'elle a un réel problème. Si tu es malade et que tu ne sais pas et que tu n'assumes pas que tu es malade, tu n'iras jamais voir des médecins, des professionnels t'aider à guérir. Sauf que Dieu change les gens qui veulent être changés. Mais ce n'était pas son cas, sachant qu'il était totalement dans le déni de qui il était réellement. Je vais avancer, je vais faire vite, ok? Le mois de décembre arrive, Noël arrive, et je lui dis, écoute, Noël, tu veux faire quoi? Il me dit, ouais, mais de toute façon, avec ma famille, on ne fait pas Noël, donc on peut faire ensemble. À la suite de ça, il me fait des révélations. Il me dit, écoute, si on ne fête pas Noël, c'est parce que ma famille, elle est juive. Je lui dis, ben, ok. De toute façon, c'est pas une religion que je connaissais et en vrai, je m'en fous. Ta famille l'est, mais toi, tu l'es pas. Et dans tous les cas, en vrai, c'est pas le fait que sa famille soit juive, musulmane, bouddhiste ou autre, j'en ai rien à faire. C'est que moi, je crois que Jésus-Christ est roi des rois. C'est le seul et unique Dieu, d'accord? Ça, c'est ma vision, ma réalité et j'estime que c'est même la réalité. D'accord, il est mort, il est ressuscité, il va revenir récupérer ses enfants et c'est ce que je veux inculquer et c'est ce que je partage et c'est ce que je veux inculquer à mes enfants. Donc toi en fait, qui tu es? Qui es-tu? Parce que demain matin, on a une vie de famille ensemble, qu'est-ce que tu vas leur inculquer? Moi, pour moi, les juifs, ils attendent le Messie. Moi, Jésus est le Messie. Donc on est totalement à côté de ce que je veux inculquer à mes enfants. C'est comme la religion musulmane. Pour eux, Jésus c'est Issa et c'est un prophète. Pour nous, Jésus est Dieu. C'est quand même deux choses totalement différentes. On est d'accord. À la suite de ça, il me fait une autre révélation me disant qu'avant, il avait des problèmes juridiques avec la loi et qu'il sera en période de probation, je sais pas quoi. Donc son jugement va arriver, soit il va porter un bracelet, soit il va faire 1 an de prison. Ok. Comme on est dans Pablo Escobar, on est dans Narcos, on est dans ces choses-là. Oui, mais bien sûr, bien évidemment en fait. Of course. Et moi je me dis, je ne suis personne pour juger. D'accord? Tu as eu ton passé, on a tous un passé, on a tous un background, on a tous voilà, une vie avant de connaître quelqu'un. Pour moi, le plus important, c'est que ton passé n'impacte pas réellement notre présent et la relation qu'on veut en fait construire. Sachant aussi que c'est quelqu'un qui m'avait énormément harcelé sur mon passé. Combien de personnes t'as fréquenté? Est-ce que t'as déjà eu des plans cul? Est-ce que t'as déjà eu des sex friends? Combien de mecs t'as eu? Est-ce qu'ils étaient blancs? Est-ce qu'ils étaient si? Je me suis dit, poteau, why? C'est quelqu'un qui a toujours cherché à savoir quel type de personne je fréquentais, qui je fréquentais, jusqu'à limite commencer à fouiller mon téléphone, faire des trucs comme ça, hyper toxiques. Sachant que à la suite de toutes ces choses-là, il n'avait pas confiance en moi parce que quand il me posait des questions sur mon passé, clairement, je lui disais pas la vérité. Je suis obligée de vous raconter tout ça parce que toutes ces choses ont fait que monsieur n'avait plus confiance en moi parce qu'il s'est dit, je suis une femme
qui a fréquenté des gens, je suis une femme qui s'habille de façon légère, je suis ce type de femme-là, je suis ce type de femme-là. Bon, normalement, si t'es pas content, tu pars. Et comme je vous ai dit, au fur et à mesure de la relation, plus on avançait, plus bizarrement, il y avait des sortes de signes, je sais pas c'était quoi exactement, mais des pasteurs, des personnes dans les églises qui nous disaient que oui, en fait, Dieu est OK pour cette relation et au contraire, Dieu a un projet, un plan pour vous. Donc moi, j'ai posé ma foi dans cette relation et je me suis dit, peu importe ce qu'il arrive, si c'est la volonté de Dieu, je vais me battre et on va faire les choses pour que ça fonctionne. Je n'aurais jamais dû. Vous savez, quand vous êtes dans une relation, et là je vais parler de la relation que vous pouvez avoir avec Dieu, c'est vous et Dieu. Et le fait des fois d'écouter les paroles d'autres personnes, ça peut interférer entre la relation que vous avez avec Dieu. Enfin bref, c'est un sujet qui est énormément, je dirais, sensible et particulier, mais en tout cas, clairement, on ne m'aurait pas donné toutes ces paroles-là, je ne serais pas restée. Je pensais vraiment que c'était la volonté de Dieu. Donc je me suis battue contre vents et marées. Le premier épisode de violence conjugale a eu lieu parce que monsieur n'avait pas du tout confiance en moi, comme je vous disais. Et je ne savais pas à quel point. Je sais que des fois, il me faisait des phases, par exemple, où on s'appelait souvent en visio parce que lui était de Paris et moi de Lyon. Et c'est moi qui faisais l'aller et retour. Parce que comme lui avait un appartement, ça évitait que s'il vienne à Lyon, il paye un Airbnb et tout ce qui s'ensuit. J'étais énormément dans mon énergie masculine avec cette personne-là. J'étais comme une maman, clairement. Et normalement, les filles, quand vous êtes comme une petite fille dans une relation, c'est là que vous êtes dans votre énergie féminine et vous laissez l'homme diriger. Mais là, c'était pas ça. C'était moi, l'homme, limite du couple, et lui, la fille. C'était une fillette, une fillette. Je dirais pas de gros mots, mais une baltringue. On va dire les termes. Et ça, c'est un truc vraiment, clairement, les filles, si un mec il veut vous voir, il viendra vous voir. Quitte à ce qu'il dépense 1000 € par mois pour faire des allers-retours, payer l'hôtel, vous déplacez pas. Vous voyez les histoires de Disney, la princesse qui est enfermée dans le château, elle attend des années, mais le prince il finit par monter. Hein. À aucun moment elle se met à descendre ou à faire je ne sais quoi. Et donc du coup, premier épisode de violence, c'était un jour je monte chez lui, et je crois qu'il avait une session studio, parce que n'oubliez pas, monsieur veut être musicien, il veut devenir chanteur. Pendant la session studio, il côtoyait un ingé son qui lui a dit que je fréquentais telle personne avant. Je lui ai dit, ben oui, on s'est côtoyé, c'était le fameux Babtou, là, dont je vous ai parlé. Elle me dit, oui, tu l'as fréquenté. Ouais, je l'ai fréquenté, et puis, tu veux quoi maintenant? Et c'est quelqu'un qui a toujours fouillé dans mon passé pour connaître tous mes ex, toutes les personnes que j'ai fréquentées, tous les hommes qui pouvaient être autour de moi, que ce soit frère, cousin, meilleur ami. J'avais pas le droit d'avoir de meilleur ami. J'avais pas le droit d'avoir d'hommes autour de moi. Même les fréquentations du collège, lycée, voilà, c'était pas possible. Alors qu'aux Antilles, on se sait. Déjà sur Snap, on a tout le monde, les personnes qu'on connaît depuis le lycée, depuis le collège. On a un gros compte Snap qui est rempli de connaissances, même des fois de gens qu'on connaît pas. Mais voilà, on va regarder les stories et tout. Le mec hyper toxique qui au fur et à mesure commençait à m'éloigner un peu de mes proches, à m'éloigner de des relations que je pouvais avoir et même féminines. Comportement d'un pervers narcissique. C'est qu'à la suite de ça, il me dit « Laisse-moi avoir ton téléphone, j'ai pas confiance en toi, patati patata ». Et moi, j'avais ce côté, pas rebelle, mais caractériel. Au bout d'un moment, t'es là, tu me casses les castagnettes. Poto, je vais pas dire oui et amen à tout ce que tu me dis. En fait, pas du tout. Tu veux mon téléphone, tu veux le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière. Au bout d'un moment, calme-toi. On va se poser, tu vas refroidir un petit peu et tout. Et comme je le tenais tête, ça c'était quelque chose qui était hyper problématique. Et les interactions étaient de plus en plus houleuses, les insultes étaient de plus en plus fortes. C'était même pas des insultes, c'était des critiques de mon identité, de qui je suis une vieille femme qui ne se respecte pas. Ce fameux soir, dans tout ce qui se passe, c'était tellement brouillon. On se dispute, je m'enferme dans une pièce, il vient, il me dit qu'il sort, après il ressort pas, après il rentre, après... les gens qui ont vécu des relations toxiques, vous savez à quel point c'est d'une violence psychologique et à quel point c'est fatigant. Attendez, j'ouvre la porte pour mon chien. Bref, à la suite de ça, monsieur n'est pas content. Il prend une table de chevet,
que j'avais payé parce que oui, j'étais dans mon énergie masculine, j'ai refait le sol de chez lui, j'ai acheté de la décoration, j'ai tout nettoyé parce que pareil, ça aussi, manque d'hygiène énorme, c'était quelqu'un qui n'était pas du tout propre, qui savait pas s'occuper d'une maison. Donc il décide de prendre la fameuse table de chevet, de la jeter, moi j'étais devant lui, donc il me pousse et là, je tombe, je trébuche et sur la table de chevet et j'ai le morceau de la fesse qui est effleuré. C'est le premier acte de violence physique. Je me rappelle, j'avais été au travail et j'avais dit que j'étais tombée dans les escaliers et tout. Et quand je racontais partiellement à une collègue à moi et à ma soeur la relation, elle me disait quitte-le parce qu'il va te frapper, quitte-le, il va te frapper, quitte-le. Là, c'est un vrai pervers narcissique, il faut que tu partes de cette relation, il va te faire du sale. Et moi, j'étais en mode, mais en fait, en plus, il y avait cette dualité, comme je vous disais, parce qu'on passait des super moments, on allait à l'église ensemble, on priait, on jeûnait, on faisait tout ce que j'ai toujours voulu faire avec mon partenaire, en tout cas en tant que femme chrétienne. On faisait toutes ces choses-là, mais à côté, il y avait une telle violence et toxicité de la relation. Et moi, je me disais, mais en fait, on prie et tout, c'est une épreuve, c'est pas grave, Dieu va permettre qu'on avance et que ça change, en fait, que ça change. Ça a été de mal en pire. Donc on avance dans la relation, ça va toujours pas, on se dispute tout le temps, c'est conflictuel, il a ma localisation Snap et des fois sur Snap, vous savez, ça bug. Et du coup, il me voit, je crois, localisé chez le voisin, il m'appelle. Ouais, mais là, t'es chez le voisin, tu te fous de ma gueule, espèce de il rappe dans mes oreilles et je lui dis, mais écoute, poto, regarde, je suis en pyjama. Je viens de me réveiller, qu'est-ce que tu me racontes? C'est toi qui m'as réveillée, en fait, tu veux quoi? Ouais, t'es mytho, t'as couru, t'étais chez lui, mais quand t'as vu mon appel, t'as couru. J'ai dit, j'ai pas pris 5 secondes pour décrocher l'appel. Donc comment j'aurais pu être en bas, décrocher, monter, me démaquiller, me mettre en pyjama? Parce que oui, si je vais fréquenter un gars soi-disant, je suis quand même un minimum apprêtée. En fait, je vais pas y aller en schlag. T'as capté? Et moi, j'étais très arrogante, j'ai toujours été arrogante et je pense que c'est ce qui le faisait vriller aussi parce que j'étais pas là en mode oui, amen. Genre en mode ouais, mais t'as raison, mais en fait, j'étais pas. Non, en fait, poto, j'étais chez moi, frère, t'es là, t'es en train de me casser les castagnettes, tu me réveilles pour un truc débile. Et à chaque fois, il y avait une dispute. Une autre fois, c'était on s'endort en visio, mes yeux, moi, je dors toujours les yeux ouverts. Enfin, souvent, mes yeux sont pas vraiment fermés, ils sont souvent ouverts lorsque je dors. Et on s'appelle en visio, je m'endors, et là, ouais, mais là, t'es en train de regarder qui? Il y a qui à côté de toi? Filme ta chambre, filme ta chambre. Ah, vas-y là, filme ta chambre. Filme. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me réveille, j'étais en train de m'endormir et tout. Il me réveille et il me dit, tes yeux, ils étaient en train de bouger. Tes yeux, ils étaient en train de bouger. Parce que oui, quand vous dormez, vous n'êtes pas mort en fait. Donc votre cerveau a une activité cérébrale et même plus que quand vous êtes éveillé. Donc souvent en fait vos yeux se balancent comme ça. Et ça c'est un nom, je vais vous le mettre. Pour lui il y avait quelqu'un à la maison, je faisais des signes des yeux à la personne. Voilà quoi. Donc là on était déjà sur une violence psychologique, une violence psychique, à essayer de gérer ce que je faisais, comment je le faisais, avec qui et pourquoi et comment et voilà. On arrive ensuite au deuxième épisode de violence où je remonte à Paris et là lui travaillait parce que oui, il m'a fait croire qu'il était chef d'entreprise sauf que pas du tout. Il ne travaillait pas. Il avait des impayés de loyer à 5 chiffres, d'accord? À 5 chiffres. Donc à un moment il a travaillé dans une boîte, donc oui il gagnait bien, mais cette boîte là je crois qu'ils l'ont pas gardée ou autre. De toute façon j'avais déjà repéré que c'était pas un chef d'entreprise parce que quelqu'un qui a une entreprise, c'est quelqu'un qui est comme moi, sans vouloir me vanter. Carré, responsable, organisé, réfléchi et posé. C'est pas quelqu'un qui s'agite, c'est pas quelqu'un qui est dans des... Quand il a voulu me payer mon fameux voyage pour partir à Londres, un chef d'entreprise, la première chose qu'il aurait fait, avant même de réserver tout ce qu'il y a à réserver, c'est voir si ses papiers sont en règle. Il n'aurait jamais prévu un voyage s'il savait que ses papiers n'étaient pas en règle. Ça, c'est un chef d'entreprise parce que déjà, tu as beaucoup d'administratifs à faire et tu as des comptes à rendre, la fiscalité, la comptabilité, ce genre de choses que tu dois gérer. Et donc, tu sais que les papiers, bien faire ses papiers, c'est pas des lol. Il y a des choses que tu développes instinctivement quand tu es chef d'entreprise et ils n'avaient pas du tout l'étoffe et les caractéristiques.
Au contraire, il avait l'étoffe et les caractéristiques d'un mec qui avait vécu dans la rue et qui était SDF et clochard. Au fur et à mesure de la relation, puisque je découvrais les choses petit à petit comme ça, oui, j'ai découvert que c'est quelqu'un qui a, au bout d'un moment, bien vécu à la rue. Donc j'ai été très éveillée quand même sur les choses, mais cet éveil ne m'a pas aidé à quitter la relation, malheureusement. Il a fallu que je connaisse le pire. Lui, grâce à moi, travaillait à ce moment-là, donc il a décidé de se bouger le cul et il avait un travail. Donc il partait au travail, mais des fois il rentrait plus tôt que ce qu'il me disait. Parce que comme il pensait que je le trompais, il rentrait plus tôt pour avoir l'espoir de me voir en fait en plein acte et bas avec un mec. Ah oui, cette personne aussi consommait des substances illicites. On sait très bien que le fait de fumer certaines choses, des fois ça nous rend paranoïaques. Je pense qu'il était totalement dans une paranoïa et qu'il devait se dire que comme il connaît réellement sa condition, il est ni antillais, ni chef d'entreprise, ni permifié, ni véhiculé, que tout ce qu'il m'a dit de lui était faux. Je pense même que le fait qu'il m'avait dit qu'il était chrétien, c'était faux. Parce que à la suite de ça, quand il m'a révélé vraiment ses origines, il m'a dit que c'est parce qu'il avait vu en fait que j'avais posté une story qui disait que oui, que moi je ne fréquente que des Antillais, que des personnes de ma communauté, et donc pour pouvoir me fréquenter, il s'est un peu inventé une vie. Et je me dis, est-ce qu'il n'a pas fait comme le mec dans You? Carrément, il m'a stalké, il a appris qui j'étais, il a créé toute une histoire sur sa vie pour pouvoir me fréquenter. Et que comme il connaissait la réalité de son identité, qu'il avait peur tellement de me perdre qu'il est rentré dans une paranoïa et de se dire la meuf elle va finir par me tromper parce que tout ce que j'ai dit que j'étais c'est pas vrai. Au final il n'était pas réunionnais, il était marocain, russe, il n'était pas chrétien, il était juif, il n'était pas chef d'entreprise, c'est la CAF qui le payait, il n'avait ni permis ni véhicule parce qu'il m'avait dit qu'il avait eu une suspension de permis. Oui, suspension de permis, moto. Mais il n'a jamais eu le code de la route et il n'avait jamais eu non plus le permis de conduire. Il avait inventé tout de toutes pièces. Et ça, c'est des choses, encore une fois, que j'ai découvert au fur et à mesure de la relation. Deuxième épisode de violence. Donc là, vraiment, je vous l'explique, on rentre dans le sujet. Il part au travail, il rentre et tout. À savoir aussi qu'il avait un chien, il avait un staff qui n'a jamais dressé. Donc le chien faisait ses besoins dans la maison. Pipi, caca dans la maison comme si c'était open bar. Tu n'as jamais dressé ton chien. Il faut savoir que quand tu as un animal, la première des choses à faire pour avoir un bon vivre et même un enfant, c'est donner une éducation en fait, afin que vous deux, vous puissiez bien vivre ensemble. Et quand il fait pas ses besoins où tu veux, tu le frappes. Mais pas frapper en mode petite table. Il lui donnait des coups, des droites, vraiment au niveau du visage du chien. Le chien pleurait. Ouais, mais je vais acheter, je vais payer un dresseur pour qu'il puisse dresser mon chien. Mais en fait, c'est dès petit, là, c'est trop tard. Et ce fameux jour, j'avais été à la mairie avec mon chien, son chien. Donc, il avait un staff. Moi, j'ai un chihuahua. Mon chihuahua, qui d'ailleurs a le même caractère que moi, ne se laissait pas faire, limite dominait sur le staff. Bravo Stolichi, je te félicite d'ailleurs. Donc j'ai été à la mairie pour faire quoi? Pour me renseigner sur tout ce qui est papier de mariage. Parce que moi je voulais vraiment rentrer dans cette dimension de ma vie, me marier, voilà, fonder un foyer, tout ce qui s'ensuit. Après ça, lui il rentre, ouais t'as fait quoi aujourd'hui? Il regarde les pièces, il est suspicieux. Parce que pour lui j'ai fait rentrer un mec à la maison. Le soir même il me semble, ou le lendemain je retourne à Lyon. Sachant que vraiment, si je voulais le tromper, j'aurais pas attendu le week-end à Paris. Mais j'ai toute la semaine à Lyon, en fait. Je suis pas une débile mentale. Et encore une fois, une meuf qui se projette, qui emménage ta maison, qui t'aide à trouver un travail, qui essaye de te responsabiliser et tout, elle n'a aucun intérêt à te tromper, en fait. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il m'avait mis, pendant cette journée-là, sur écoute. Il avait mis sa tablette en fait en mode vidéo et qu'il avait fait tourner toute la journée. Je crois 8 heures d'audio, 8 heures d'écoute toute la journée. Ah oui, également, ce que je n'ai pas précisé ici, c'est que tout au long de la journée, on m'entend parler, discuter avec des gens. Je suis une fille qui soliloque beaucoup. D'ailleurs, dans ma toute première vidéo YouTube, j'avais fait 20 faits sur moi et c'est l'un des faits, que j'ai évoqué. Le fait que je parle tout le temps, toute seule.
Je suis quelqu'un, je parle tout le temps toute seule et je pense que c'est pour ça que je suis grave à l'aise devant la caméra. Je pensais que je serais mal à l'aise et tout, mais je suis grave à l'aise devant la caméra. Et c'est pas parler tout seul, ah oui Fatou, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses. C'est que je vais vraiment dialoguer. Il y aura plusieurs personnages par rapport à un truc que j'ai vu à la télé ou un truc qui s'est passé avant. Mon cerveau il va dévier et puis on va se mettre à dialoguer tous ensemble, toutes les personnes qui sont dans ma tête. À la suite de ça, je vois que la semaine il est bizarre. Il me dit oui, mais est-ce que tu as fait venir quelqu'un le jour où tu étais là? Parce que je lui dis mais pas du tout. Et sur les 8 heures d'audio, on entend un bruit. Ça aurait pu être le voisin du haut, le voisin du bas, les passants, un claquement de porte, un audio que j'écoutais. Rien de concret, sachant que moi je ne savais pas que j'étais sur écoute. Donc poto, si je voulais faire venir un mec chez toi, dans ta maison, tu aurais entendu le bruit des chiens qui aboient. Parce que les chiens aboient quand ils ne connaissent pas quelqu'un, surtout le mien. Tu aurais entendu un bonjour chérie, bonjour bébé. Bonjour princesse, ça va? Tu as bien dormi? T'as pas pensé à moi? Même pas un peu. Oh, méchant. Bonjour telle personne. Ou tu aurais entendu d'autres mots. Il a juste entendu je vais vous mettre pareil. Hein. Donc j'ai tourné une machine. Vous faire écouter, mais juste une voix qui selon lui était assez concrète comme preuve pour dire je l'ai trompé. Ça il est allé le dire à tout le monde. Hein. Il est allé le dire à ses proches, à ses potes, au pasteur, à ci, à ça. J'ai rien fait. Et il est convaincu que dans cet audio là, il y avait vraiment un mec et il veut que je lui dise la vérité. Il veut que je lui avoue et je lui dis je ne peux pas t'avouer quelque chose qui est faux. Il a fait, je crois, son ingénieur du son, je crois, isoler l'audio pour qu'on entende bien. Et oui, au final, je me suis dit, mais peut-être complètement ravagé. Sachant que suite à une autre altercation, on s'était déjà disputé et il avait déjà cassé mon téléphone. Il attendait que je remonte sur Paris pour me confronter et me parler yeux dans les yeux afin que j'avoue que oui, je l'ai bel et bien trompé, que ce jour-là, il y avait bel et bien quelqu'un chez lui. Sauf que c'était pas possible, puisqu'il n'y avait personne chez lui ce jour-là. Je n'ai fait rentrer personne chez lui. Donc, il voit que je suis pas du tout docile et réceptive, et pour ne pas que je parte et que je pète un câble, il en vient à m'enfermer dans la salle de bain. Et là, on parle vraiment de la vraie violence qui a commencé. Il m'enferme dans la salle de bain, je me mets à hurler, à m'énerver, et comme il a déjà des problèmes avec la justice, il n'a pas envie que je hurle, que ça alerte les voisins, que les voisins appellent la police. À ce moment-là, il me dit de fermer ma gueule. Il prend mon tel et il me dit montre-moi ton téléphone, montre-moi que tu as parlé à personne. Et je lui dis poto, je vais pas déverrouiller mon téléphone pour toi, je te dis qu'il n'y avait personne. Il prend mon tel, il le casse sur le lavabo et je me dis putain, il a pété mon téléphone, comment je vais faire pour rentrer chez moi? Sur le téléphone, j'ai tout. J'ai mon billet de train, j'ai tout. C'est avec ça que je paye le Uber pour rentrer. Comment je vais faire pour rentrer chez moi? Je me mets à hurler, à hurler, à hurler. Je le regarde et je vois dans ses yeux que ouais, là, il va me violenter en fait. Là, le mec va lever la main sur moi. À ce moment-là, je me protège, je me mets au sol. À ce niveau-là, je ne saurais pas vous dire si c'était un coup de poing ou si c'était une simple claque, mais je sais que ça m'a sonné. Je me mets à hurler et pour que je me la ferme, il me met un coup. Mais j'ai pas vu puisque je me protégeais. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est comme si... Je vais vous mettre la scène d'ailleurs de la meuf de P-Valley, de Mississippi, dans P-Valley, avec son mec toxique d'Eric. Et je pense que toute personne qui a vécu une violence conjugale ou ce genre de choses, il y a comme une coupure. Déjà, je pense que mon âme s'est déchirée, clairement. Et il y a comme une coupure dans l'espace-temps qui fait qu'on est déconnecté de la réalité. Moi, j'avais dans ma tête toutes les phrases, tous les mots que ma pote m'avait dit de « il va te frapper », que ma soeur m'avait dit, que les gens m'avaient dit. C'est ce qui résonnait, je voyais des moments de ma vie, en fait, et à ce moment-là, le temps s'était arrêté.
À ce moment-là, je sais même plus comment je me relève, comment ça se termine. En tout cas, je sais que je suis silencieuse. Le silence qu'il voulait que j'ai, je l'ai eu. De toute façon, mon téléphone est cassé. T'as levé la main sur moi. Ça sert plus à rien que je hurle, que je me défende en fait. Mon âme est fragmentée. Je me tais. Il se met à s'excuser. Je suis désolée, j'ai jamais voulu lever la main sur toi. C'est toi qui m'y as obligé, c'est toi qui m'as forcé à cause de ton comportement, de ton caractère et tout ce qui s'ensuit. Il demande à son frère de me donner un autre téléphone. Et pour se faire pardonner, il décide de lui me payer un voyage pour partir au Portugal. Troisième acte de violence. Dans tout ça, qu'est-ce que sa mère en pensait, qu'est-ce que sa famille en pensait? J'étais rentrée en contact avec sa famille, ils n'ont pas été d'une grande aide. C'est le genre de famille qui essaye de couvrir, de se dédouaner, de dire bah, il est grand, comme il est grand, moi de mon côté, je ne peux rien faire. Parce que, à savoir aussi que cet homme-là, son père avait été SDF, son père battait sa mère et son père avait déjà fait de la prison. Donc on était un mec sur un mec en fait, qui reproduisait les schémas transgénérationnels de son père. Ça, au final, ce voyage au Portugal, on finit par le faire. Et déjà, j'estime que tu veux offrir un voyage pour te faire pardonner, tu lui demandes quelle destination elle veut faire. J'ai jamais voulu aller au Portugal, ça n'a jamais été une destination en tout cas qui m'intéressait là comme ça. On va au Portugal et quand je vous dis que c'est pas le lieu, mais avec qui vous êtes, j'aurais préféré être dans ma chambre avec n'importe qui que de partir dans un pays incroyable avec cette personne-là. Déjà, il n'a pas le permis, donc on est dans un pays pour mieux apprécier le voyage, il est préférable d'avoir une voiture en fait. Donc moi je décide de prendre une voiture de location, de la payer et évidemment de conduire parce qu'il ne sait pas conduire, il n'a pas le permis. On passe quand même des moments et c'est ce qui est difficile, c'est parce que comme je vous disais, il y a un contraste, il y a une dualité. On peut passer des moments aussi incroyables que des moments aussi toxiques. Le pervers narcissique, c'est ça, il va te faire, après pour se faire pardonner, il va t'offrir des voyages, il va t'offrir des chaussures, il va t'offrir des bouquets de fleurs, il va essayer de te faire voilà, rêver d'une certaine manière, mais à côté, c'est quand même compliqué. Mais voilà, vers la fin du voyage, donc on est resté quelques jours, j'étais couchée dans mon lit et je regardais les stories Snap. Vous voyez, sur Snap, moi j'ai pas beaucoup de personnes en amis. Et sur Snap, vous avez des gens que vous connaissez pas forcément, mais vous voyez leurs stories. Et quand vous commencez à regarder, vous swipez et ça vous montre les stories d'autres personnes. Et je me rappelle que j'avais cliqué pour regarder une story et j'ai fait malheureusement ajouter. Et en fait, c'était un mec que je connaissais, pas quelqu'un que j'avais fréquenté, mais c'était, on va dire, une connaissance, plus une connaissance qu'un ami, parce que s'est côtoyé, j'étais au collège. Et comme l'autre, c'était un fou, à chaque fois, il vérifiait mon téléphone et là, il a checké mon tel et là, il voit que j'ai ajouté cette personne. Je lui dis, ouais, mais en fait, j'ai pas fait exprès. Ouais, mais il est loxé, parce que lui aussi était loxé, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai cru quand il me disait qu'il était antillais, sachant qu'aux Antilles, il y a beaucoup de personnes qui sont typées. Il était clair de peau, mais loxé, donc ça faisait comme s'il était typé. Donc voilà, bref. À ce moment-là, il voit ça et il me dit que je suis une grosse folle, que je parlais au gars, que je voulais limite le tromper. Et là, tous les mecs qu'il y avait sur mon compte Snapchat, il a essayé de leur parler, leur envoyer un message. Ouais, est-ce que tu connais Michel Zoé? C'est qui pour toi? En pensant que les gars allaient dire ouais, mais elle, je la gère et tout. Il a rien eu parce qu'il n'y avait rien. Sachant que là, on parle de 1 an de relation. Je vous passe des épisodes où il a contacté mes ex. Je vous passe des épisodes où il a créé des fausses conversations, des faux comptes, où il s'est disputé avec ma soeur et qu'il a menacé ma soeur et qu'il a menacé ma nièce il n'y a même pas 7 ans. Je vous passe ce genre de détails. On est au Portugal et là, il voit ça. Et je vois dans son regard que là, il va péter un câble. Le même regard qu'il a eu lors de la deuxième violence, quand il m'a levé vraiment la main dessus et qu'il m'a donné le coup sur la tempe. Notre chambre était à côté et donnait en fait vue sur la piscine. Donc je me suis dit, je vais ouvrir la fenêtre et je vais hurler pour que les gens puissent m'aider et me sauver. Je criais tellement et on faisait tellement de bruit que la réception appelait, que les femmes de chambre toquaient pour demander si ça allait. Sauf que lui, il était là, derrière, et que si je disais non, j'allais me faire défoncer. À ce moment-là, j'essaye de vraiment ouvrir la fenêtre, de hurler, et il me prend par la gorge, il me lance sur le lit de la chambre d'hôtel, il me lance sur le lit brutalement et violemment, et là je me dis, il va me tuer.
Vous savez, dans les chambres d'hôtel, il y a souvent des verres qui nous sont donnés. Il prend le verre, il le fissure sur le bord de la table. Il prend le morceau de verre qui a été cassé. Moi, je suis toujours sur le lit choquée, je ne bouge pas. Il le met ici et il veut carrément m'égorger tel un mouton pendant la nuit. Ce qui m'a sauvée à ce moment-là, le fait que quand il a cassé le verre, le morceau de verre, il s'est lui-même blessé. Il s'est lui-même blessé la main, donc il y avait du sang de partout. En plus, vous savez, les extrémités des membres, que ce soit les pieds et les mains, quand on se coupe, ça saigne énormément. Il y avait du sang partout sur les draps blancs de la chambre d'hôtel, la moquette, tout, il y avait du sang. Et comme on s'était déjà tellement disputé au fur et à mesure de ce voyage-là, je vous ai épargné les détails, que du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'avais déjà caché certaines de mes affaires hors de la chambre, mon passeport, des trucs comme ça, parce que j'avais trop peur. Je les avais cachés. Il est blessé, il se met à pleurer. Et encore une fois, je vous remets un épisode de Pied-Vallée. Approche. Trop petite. Mais c'est du 39. Les pieds grandissent après 2 grossesses, Derek. Les choses changent. Je sais rien faire de bien. Rien. 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 Je vais changer. C'est vrai, je te jure, je te le promets. Dis-moi ce que tu veux. Je t'achèterai ta propre voiture. Dis quelque chose. N'importe quoi, tout ce que tu veux, mais s'il te plaît. À dire qu'il est nul, qu'il est désolé, qu'il aurait jamais dû, que le but de ce voyage était qu'on se retrouve, mais qu'il a fait pire. C'est qu'à ce moment-là, je pars de la chambre et je reste au moins 1 heure cachée et je me dis qu'est-ce que je fais? Parce que le lendemain, on est censé rentrer en France. C'est lui qui a mon billet d'avion. Que si malheureusement je ne suis pas coopérative, il peut annuler mon billet. Après, je suis une femme prévoyante, j'ai toujours des sous de côté. S'il annule mon billet, c'est pas grave, je pouvais en acheter un autre. Donc à ce moment-là, il m'appelle, je ne réponds pas. Je décide de retourner dans la chambre d'hôtel et il n'est plus là. Il voulait fuir parce qu'il pensait que j'avais appelé la police et que du coup, les gens de l'hôtel allaient appeler la police parce qu'on a vraiment fait du grabuge. Il s'excuse, il pleure, des yeux qui coulent, de la bave, tel un chien en fait enragé, qui est désespéré, son état est pitoyable. À ce moment-là, je suis coopérative parce que j'ai qu'une envie, c'est de rentrer en France et notamment à Lyon en fait. On prend l'avion, je retourne chez moi à Lyon et je vais voir un médecin. Il faut savoir qu'avec tous ces épisodes de violence, j'ai eu 3 semaines d'arrêt maladie. J'ai dû en parler à ma manager, j'ai dû en parler à ma directrice. Le médecin a vu les contusions, les blessures que j'avais sur mon corps. Et à la suite de ça, j'avais déjà commencé à arrêter d'aller à la salle parce que par rapport au fait de faire des allers-retours Lyon-Paris, Paris-Lyon, j'étais vraiment fatiguée. Mais suite à tous ces épisodes de violence, j'avais comme des symptômes dépressifs. Et quand je suis retournée voir mon médecin et qui m'a dit là vous avez des symptômes dépressifs. C'est pas que vous êtes en dépression, c'est que vous commencez à avoir des symptômes. J'arrivais plus à me nourrir, je n'arrivais plus à ranger ma chambre. Quand on m'a dit symptômes dépressifs et qu'il limite il voulait commencer à me donner des médicaments, j'ai dit non Fatou, là il faut que tu te fasses violence, il faut que c'est pas possible, c'est pas toi. Toi t'es une meuf qui respire la vie, t'es pas du tout dans ce mood de down. T'es une meuf hyper solaire, t'as une candeur incroyable, t'es une meuf géniale. Ça, c'est pas toi. Donc, j'ai décidé de prendre mon courage, retourner au travail. J'avais perdu beaucoup de poids. À la suite de ça, je l'ai bloqué de partout. On échangeait par mail, il créait beaucoup aussi de faux numéros pour me parler,
pour s'excuser. On en a parlé au pasteur parce qu'il y a 2 pasteurs qui nous suivaient, dont un que j'avais appelé au téléphone pour lui raconter l'épisode de violence. L'autre pasteur qui nous suivait était désolé de la situation et lui aussi faisait partie des personnes qui nous avaient donné des paroles prophétiques disant que notre relation, Dieu approuvait et que Dieu était dedans. Déjà, comme je vous ai dit, dès le premier coup qu'il m'avait donné au niveau de la tempe, mon âme était fragmentée, mais je n'arrivais plus à prier, je ne faisais plus confiance à Dieu. Qui était Dieu? C'était qui cette personne-là qui me donnait des phrases pour rester dans cette relation? Mais au final, c'était la pire des pires de toutes les relations de ma vie. J'étais perdue, je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à saisir comment le Dieu que je prie. Parce que vraiment, je suis une femme chrétienne qui a une relation avec Dieu. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément à l'église, mais dans ma chambre, il y a des choses qui se passent. Dans mon intimité avec Dieu, il y a des choses qui se passent, qui changent en moi. Ils me permettent de grandir et je n'arrivais pas à comprendre comment je pouvais prier autant et vivre ce genre de situation et me dire « Seigneur, mais en fait, tu n'es pas là, tu ne m'aides pas. Où tu es? Pourquoi tu m'as fait vivre ça? » Sachant que tu sais que la chose qui m'a fait rester dans cette relation, c'est la foi de me dire que tu es dedans. Sinon, il y a bien longtemps que je serais partie. Je suis déjà partie dans d'autres relations pour moins que ça. Jusqu'à l'heure actuelle, je peux vous dire que ma relation avec Dieu, il n'y a que là, depuis quelques jours, et c'est pour ça que j'arrive à faire la vidéo, où j'arrive à non pas forcément prier, mais écouter déjà des louanges, me mettre dans une dynamique d'échange avec Dieu. Je lui en veux et je m'en veux à moi. J'en veux même pas à cette personne de m'avoir fait subir et vivre tout ça. Je m'en veux à moi d'avoir pu accepter autant de foutaises, de conneries, de manque de respect. Et pour moi, c'est une relation que Dieu ne voulait pas du tout. Ça a été une relation vampirisante. Il a pris de mon temps, de mon argent, de mon énergie, de tout ce que j'avais à donner, il me l'a pris et l'a absorbé. Et le plus précieux, c'est ma relation avec Dieu. Et quand le diable ne peut pas vous atteindre, il va essayer de toucher à sa foi et sa relation. Parce que si tu ne pries pas, si tu n'as pas de relation avec Dieu, au fur et à mesure, tu vas t'essouffler. Il fallait y aller fort, parce que je pense aussi que moi, ma foi en Dieu, pour vraiment venir, il faut y aller fort. Il a été fort. Il s'est dit, mon zèle, si je veux l'atteindre là, et comme je suis une fille émotive, je suis HPE, donc il faut savoir aussi que j'ai vu pas mal de psychologues dans ma vie et que j'ai été diagnostiquée HPE, donc c'est au potentiel émotionnel et que je suis hypersensible. D'ailleurs, les hypersensibles sont souvent la proie des pervers narcissiques parce qu'on a beaucoup d'empathie, on a une grande intelligence émotionnelle qui fait que notre empathie nous rend d'une certaine manière vulnérables. C'est une force, mais des fois, une force qui est mal utilisée peut devenir une faiblesse. Et là, en l'occurrence, ça a été mon cas. Mais après, j'ai fait une grosse remise en question de moi-même. Ça n'a pas créé un manque de confiance en moi parce que je connais mon kata, je connais mon karaté. Mais ça m'a mis moins en confiance par rapport aux gens. Dernier épisode de violence. Après tout ça, la petite jeune que vous voyez est quand même remontée à Paris. Entre cet épisode-là et l'autre, il y a eu 1 mois, voire 1 mois et demi, où je n'ai pas revu la personne et où on échangeait par mail. Je décide d'avoir une dernière et unique conversation avec. Donc il me supplie. Donc je décide de monter à Paris et pour avoir une dernière conversation avec lui. L'un de ses potes était présent et j'ai dit à l'un de ses potes de ne pas partir, qu'il a déjà levé la main sur moi, je ne sais pas de quoi il est capable, donc de rester. Son pote s'en bat les couilles, il part. Parce que Derrick lui dit, écoute, je vais pas lever la main sur elle, ne t'inquiète pas. À ce moment-là, il me fait croire que lui aussi, en fait, au final, il va pas rester, que je suis venue mais que je n'avais qu'à répondre à ses messages et que je fais pas, c'est pas moi qui décide. Donc là, je suis venue, si je veux, je peux rester chez lui, mais il va rentrer avec son pote. Il va aller chez son pote. Je me dis, bon, je suis venue pour rien, c'est pas grave, je prendrai le prochain train et je vais rentrer à Lyon. Et là, j'entends la clé et il revient. Le même regard qu'il y a eu dans les autres
cas de violence, le même regard. Ouais, je veux discuter avec toi, mais il est hyper virulent, il m'insulte et tout. Pareil, là, je montre pas que j'ai peur, je me laisse pas faire et tout. Même chose que les fois précédentes. Pour ne pas que je m'échappe ou que je m'évade, il m'enferme dans la salle de bain. Parce que la salle de bain, c'était le seul lieu de la maison qui avait qu'une porte. Les autres, en général, donnaient au balcon ou donnaient au couloir. Donc, il y avait 2 issues de sortie. Il arrive à me ramener dans la salle de bain. Mon téléphone, il le prend, mais j'arrive à le récupérer. Ça, c'était hors de question qu'il me le recasse pour la 3e fois. On est dans la salle de bain. Je me mets à hurler. Moi, toujours, je crie. J'ouvre ma gueule. Il me prend et il m'étrangle. Il m'étrangle de façon tellement forte, je sens que je vais partir. Et la seule chose que j'avais, en fait, en maintien, c'était ses locks. J'ai tiré tellement fort sur ses locks, je pense que je lui ai fait mal. Il a relâché et à ce moment-là, j'ai hurlé de toutes mes forces. Il a eu tellement peur, encore une fois, qu'on appelle la police, qu'il est allé regarder au niveau de la porte d'entrée. Il a regardé au niveau de l'œillère. À ce moment-là, moi, je cours au niveau du balcon. Et son balcon, c'est un balcon avec des grilles, c'est pas du béton. Donc je m'accroche au balcon, je mets mes 2 jambes en dessous et je me tiens. Je me rappelle que pendant 2 semaines, j'ai eu mal aux omoplates et tout. Et je me tiens tellement fort, mais tellement fort qu'il n'arrive pas à me faire lâcher. Et lui, il est derrière moi. Et d'habitude, je faisais tout le temps un afro bouclé. Cette fois-là, j'avais fait un chouba, donc il n'avait pas de maintien. Dites-vous que ma coiffure m'a sauvée. Parce qu'il aurait tiré mes cheveux, j'aurais lâché en fait. J'aurais eu une trop forte sensibilité, j'aurais lâché. Mais j'avais fait un chouba et il pouvait pas en fait prendre, il avait aucun appui, donc il me griffait le visage, il m'a griffé. Et comme c'était le balcon, les gens voyaient. J'ai hurlé et les gens disaient « Madame, est-ce que ça va ?» « Non, ça va pas !» Je criais, je pleurais. J'ai enjambé le balcon. Dans tout ça, j'avais toujours mon téléphone, je crois que je l'avais caché à l'intérieur. Quand il a vu que les gens l'ont vu, il a pris son sac et il est parti, je l'ai vu, il est parti. À ce moment-là, j'étais au téléphone, j'ai essayé d'appeler le pasteur répondait pas. J'ai essayé d'appeler une sœur de l'église de Paris, elle me répond et là je lui explique, je vais mourir, faut venir me chercher et tout. La dame n'était pas permifiée. Du coup, elle en parle à son mari vient, sauf que Paris c'est grand, il a fallu 45 minutes, voire 1 heure pour qu'il vienne me chercher en fait. Donc du coup, j'ai dormi chez cette personne-là. En attendant qu'elle vienne, je suis restée cachée dans un endroit. C'était le soir, il était déjà tard. Sauf que j'avais oublié que j'avais laissé des affaires chez lui, comme mon appareil photo. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi j'ai pris du temps à revenir sur les réseaux, parce que je voulais du contenu de qualité. Mais lui, après tout ce qui s'est passé, il n'a jamais voulu me rendre mon appareil photo. Il me disait que oui, je te rendrai ton appareil, que quand tu m'avoueras que dans la relation, tu m'as trompé. Je te rendrai ton argent que quand tu m'avoueras que dans la relation, tu m'as trompé. Mais je ne vais pas avouer un truc que je n'ai pas fait. Donc il a fallu que je prenne le temps de me racheter un appareil, de me racheter un téléphone, de me racheter une santé mentale, une dignité, reprendre mon poids suite à cette relation toxique où je pensais que Dieu était dedans. Donc le soir, je dors chez la dame. Le lendemain, on va à l'église parce que c'était une dame qui allait dans la même église que nous. Le lendemain, lui, il vient à l'église et il veut me parler à la fin du culte. Je lui dis, écoute, hier, c'est exactement ce que tu m'as dit, que tu souhaitais discuter avec moi. Je t'ai donné une chance de discuter. C'est terminé. Que Jésus vienne et descende sur terre pour me dire de me remettre avec toi, ça sera non. Là, il n'y a personne qui pouvait me dire que je vais retourner avec cette personne. Donc, le monsieur et sa femme me ramènent à la gare. Lui, de son côté, limite, il tapait sur les portes de la voiture. S'il te plaît. Comme si j'étais une star et les paparazzi qui tapent sur les portes de la voiture. Pardonne-moi. Son nez coule, sa bouche coule, dégueulasse. Et là, en fait, je n'avais plus de peine parce que toutes les fois où il m'avait violentée, j'avais quand même de l'empathie et de la peine pour lui. La deuxième fois, j'avais commencé à avoir un fragment de dégoût. Du dégoût découle le déclic. Personne ne peut faire en sorte qu'une femme qui a du dégoût pour un homme retourne avec cet homme-là. Et après tout ce que je vous ai raconté, comment je m'en sors et qu'est-ce qu'il en découle de tout ça. Donc je vais vous la faire simple et c'était le but aussi de cette vidéo.
Premièrement, c'est de savoir que les gens, des fois, vivent des choses qu'on ne voit pas du tout, surtout moi. Je pense que là, ma famille, mes proches vont découvrir vraiment ce que j'ai vécu parce que je leur ai dit, j'ai vécu des violences conjugales, mais j'ai pas dit à quel point, que limite j'ai failli perdre la vie, que c'était grave à ce point-là. Il aurait pu me donner n'importe quel mauvais coup, surtout que c'était souvent dans la salle de bain, que je tombe dans la baignoire, que je devienne tétraplégique ou paraplégique. Vraiment, ça aurait pu très très mal finir et que je meure, en vrai. Pour revenir sur moi, je me suis remise en question et je me suis dit que je n'ai pas écouté vraiment ce que Dieu voulait me dire. J'ai voulu écouter des inconnus, tels qu'un pasteur ou des gens dans une église, alors que mes proches étaient déjà les premières personnes que Dieu utilisait en fait simplement pour me parler, pour me dire là ça ne va pas. Il y avait aussi des gros signes comme le nude qu'il avait mis dans ma story, les mensonges qu'il avait sur sa propre identité. C'était normalement des choses qui devaient me faire réagir et me faire partir. Et encore une fois, j'ai voulu poser ma foi sur cette relation et me dire que Dieu était dedans. Je pense qu'avec du recul, c'était certainement de l'orgueil ou du déni ou un manque de discernement. Mais en tout cas, Dieu a toujours raison et Dieu gagne toujours. Donc je ne peux pas être dans la confrontation avec Dieu et me dire « Seigneur, tu m'as abandonné, pourquoi je n'y suis pas parvenue, pourquoi tu ne m'as pas aidé ?» Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la Bible dit que c'est nous qui ne prenons point garde à ce qu'il nous dit, malheureusement. Et j'en suis sûre et j'en suis certaine qu'il m'a parlé, mais je n'ai pas eu le discernement. Je n'ai pas écouté. Mais je sais que tout ce que j'ai fait dans cette relation, je voulais simplement bien faire. Je voulais simplement vivre une relation en couple avec quelqu'un, qu'on affronte des épreuves et que Dieu nous aide à remonter le cap de ces épreuves. En ce qui concerne mon psychique et mon mental, aujourd'hui ça va mieux. Je vais mieux parce que j'ai lâché prise. Le fait de moi, j'ai toujours voulu tout diriger dans ma vie. Et toi qui es chrétien, si tu es comme moi, que tu as du mal à lâcher prise et que tu diriges tout dans ta vie, c'est de l'orgueil. Et de l'orgueil précède la chute, malheureusement, et c'est ton ego qui parle. Tu ne peux pas vouloir que Dieu soit ton Dieu, que Dieu soit ton sauveur, que Dieu soit celui qui dirige ta vie, mais que tu tiennes. Donc, ok Seigneur, tu es mon sauveur, mais c'est moi qui dirige. C'est moi qui fais, c'est moi. Le moi, c'est le je. Le je, c'est l'ego. L'ego, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est très subtil, hein. C'est très subtil. Et il se manifeste de différentes manières, mais l'orgueil précède la chute et ça reste une vérité. Et je suis tombée. Et dans tout ça, je me suis dit, quand ça s'est terminé, je portais un poids trop lourd, le poids de la guérison. Et je me suis dit, Fatou, comment tu vas faire pour guérir de tout ça? Et c'était tellement lourd. Et dernièrement, je suis tombée sur une vidéo YouTube d'une fille qui disait « Dieu n'a pas besoin de toi pour t'aider à guérir ». Et ça m'a soulagée. Je me suis dit, là, je vais laisser Dieu faire, vraiment. Parce que je ne sais même pas comment guérir de ce que j'ai vécu. Je pense qu'il y a des mots, il y a des actes qui m'ont choquée et traumatisée et que c'est sûrement dans mon subconscient et que j'aurai des réactions, et je sais que j'ai des réactions qui sont des réactions en fait post-traumatiques où là mon cerveau est en mode survie. Et je ne sais pas comment faire pour redevenir celle que j'étais. Déjà, je sais que je ne redeviendrai jamais la Fatou que j'étais. Peut-être une version améliorée. Le fait de se dire, oui Seigneur, je te donne ma vie, mais au final, c'est moi qui décide. Je ne lâche pas prise. Vraiment, j'ai toujours été comme ça dans mes choix de carrière, mes choix de partenaire ou autre. Je décide, je. Et si vous êtes comme moi, du coup, je vous encourage à apprendre à lâcher prise. Et dans tous les cas, si vous ne savez pas faire, et pour le moment, j'ai du mal encore à prier, comme je vous disais. Donc, j'ai un cahier où je note mon état d'âme, où je note ce que je veux dire à Dieu. En fait, c'est comme si c'est un cahier pour Dieu, mais je n'arrive pas encore à matérialiser mes mots, à parler. Donc, je lui écris. Et puis, il y a aussi d'autres choses de ma vie là qui arrivent, des événements qui sont un petit peu indépendants de ma volonté, entre guillemets, qui font que là, je me dis, Fatou, tu dois guérir. Il faut que tu guérisses, tu n'as pas le choix. Parce qu'avec ce qui arrive là dans le futur, si tu guéris pas, tu vas transmettre tes traumas. Et ça, je ne le veux pas. Donc, je me mets une pression à guérir. Et c'est comme si Dieu me disait, t'inquiète, je vais gérer.
il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses. Les gens qui vous donnent des prophéties, les chrétiens qui se disent chrétiens, qui ne sont pas des chrétiens, mais qui sont juste des loups. Je pourrais en faire un livre, un roman, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur cette relation. Il s'est passé tellement de choses, mais l'essentiel est là. Et pour toutes les femmes qui ont déjà vécu, comme moi, des actes de violence conjugale, des choses traumatisantes, moi, le plus dur, c'est pas de pardonner à la personne, mais c'est de me pardonner à moi. Me dire comment j'ai fait pour accepter ça. Sachez que vous allez y arriver parce que le corps humain, il est incroyable, il se remet vraiment de beaucoup de choses, mais qu'il faut vous donner du temps et juste laisser Dieu faire. Qui de mieux que le créateur de l'âme pour réparer mon âme? Parce que je sais que mon âme est fragmentée, elle est brisée. Et c'est sûr, hein, quand vous vivez ce genre d'événement traumatique, que ce soit un viol, que ce soit des violences conjugales ou même d'autres choses, de la trahison et tout, votre âme est fragmentée, votre âme est brisée et se met en place les 5 blessures de l'âme. En tout cas, je ne donnerai pas de lumière à Derrick. Jusqu'à maintenant, il essaye de rentrer en contact avec nous, enfin avec moi, mais comme je ne suis pas réceptive, rentre en contact de par d'autres personnes. La justice fera ce qu'il y a à faire et au-delà, même si la justice ne fait rien, Dieu fera. Sauf que quand tu es dans les mains de Dieu, quand tu es dans les mains du diable, Dieu peut te sortir. Et quand c'est Dieu qui a ton cas, quand c'est Dieu qui t'attrape, qui peut faire quoi? Il y a des choses qui se passent dans nos vies. Quand c'est Dieu qui est décisionnaire, c'est mort. Et je sais que Dieu fera justice pour moi parce que jusqu'au bout, je suis restée intègre, je suis restée carrée, je suis restée vraie. Et pour revenir sur nous, les femmes ou les hommes qui sommes victimes de ce genre de choses, de ce genre de cas, Joseph a été vendu par ses frères, il a vécu des choses très difficiles, mais qui l'ont fait grandir sa relation avec Dieu. Et au final, il est devenu limite premier ministre d'Égypte. Quand même, on parle d'un empire incroyable. Des fois, on vit des choses qui pour nous sont honteuses, qui pour nous, on pense qu'on a régressé, on pense qu'on a perdu du temps, mais non. C'est un gain de temps parce que du coup, ce genre d'épreuves nous propulse d'une certaine manière. Et d'autant plus que moi, avec mon projet Michel Zoé, qui veut redonner confiance aux femmes à travers le maquillage, après des événements post-traumatiques, que ce soit des viols, que ce soit la maladie ou même des violences comme j'ai pu le vivre moi, c'est mon but. Tout ce que j'ai vécu donne une profondeur, encore une fois, à l'entreprise que je veux voir évoluer. Ça donne un sens aussi à certaines choses. Donc c'était long, c'était lourd. Je suis contente, je n'ai pas pleuré. Il y a des choses que j'ai oublié de dire, des choses que j'ai omis, peut-être que je ferai des pauses, peut-être que... Voilà, je sais pas. En tout cas, j'ai voulu parler de façon fluide et libre. Et si j'ai un conseil à donner, les filles, ne restez pas. Partez directement dès le premier cas de violence. Portez. Du coup, la batterie de ma caméra s'est coupée, malheureusement. Donc, je finis ici cette petite vidéo avec des phrases, des mots encourageants, des choses que j'ai pu voir moi-même sur les réseaux sociaux qui m'ont aidé à aller mieux. Et je disais que vous, femmes ou même hommes qui vivez ce genre de situation, n'hésitez pas à partir. Un homme qui fait preuve ou une femme qui fait preuve de violence, du coup c'est une personne qui a un problème psychologique et vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas Dieu pour changer cette personne. Partez, protégez-vous, n'hésitez pas à porter plainte. Et quand bien même vous avez posé les cartes et que la justice ici-bas ne fait rien, sachez qu'il y a un Dieu qui ne dort pas, un Dieu qui est bel et bien réel, qui est bel et bien vivant, du coup, un Dieu qui est juste, même si des fois on ne comprend pas tout, mais qui fera justice pour vous, simplement. Je vous mets des petits versets ici qui vont vous aider, des petites phrases, des petits mots d'encouragement. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera, je pense, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus intéressante et qui, je pense, va vous faire plaisir. Et c'est une vidéo surprise, vraiment surprise. Je pense que vous n'allez pas vous en remettre. Voilà, plein de bisous, à la prochaine et abonne-toi, commente, like. Et abonne-toi aussi à mes différentes plateformes ici. Bisous.